Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter les territoires du Nord-Ouest. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine et je suis responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Les territoires du Nord-Ouest sont une destination hors des sentiers battus, avec des paysages grandioses, des reliefs importants, des aurores boréales et des communautés très attachantes. Alors allons les rencontrer sans plus attendre et préparez-vous au décollage. Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle est valable 5 ans sur un même passeport, mais sachez qu'il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 5% supplémentaires au territoire du Nord-Ouest, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. Les territoires du Nord-Ouest sont un territoire canadien au nord du 60e parallèle, à l'est du Yukon et à l'ouest du Nunavut, au nord de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan, et au sud de l'océan Arctique. Ce territoire fait 1,4 million de kilomètres carrés, soit environ 2 fois la France. Mais il est peuplé d'à peine 45 000 habitants, dont la moitié vit à la capitale, Yellowknife. Vous y aurez donc autant d'espace que vous le voulez. La moitié de la population au territoire du Nord-Ouest est autochtone et une communauté de francophones existe. Elle compte pour 5% de la population. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site internet Corridor Canada pour faire découvrir à vos clients les expériences en français du Canada. Au départ de France, plusieurs parcours sont possibles pour se rendre au territoire du Nord-Ouest. Le trajet le plus court est ici en bleu. Ça consiste à prendre un vol direct Paris-Calgary, code de l'aéroport YYC, en 9 heures avec WestJet, puis une correspondance de Calgary à Yellowknife et le code de l'aéroport YZF, et ce en 2 heures. Sinon, vous pouvez prendre le trajet en rouge avec un vol Paris-Vancouver, code YVR, en 10 heures avec les compagnies Air Canada ou bien Air France, auquel s'ajoute une correspondance de 2h30 jusqu'à la capitale territoriale, Yellowknife. Enfin, l'option la plus longue est en vert et elle consiste à relier Paris-Montréal, code de l'aéroport YUL, puis une correspondance jusqu'à Edmonton et une dernière pour Yellowknife. Les 3 compagnies locales à droite de cette slide sont à suivre pour desservir les territoires du Nord-Ouest. J'ai donc nommé Air North, First Air et Northwestern Air. Les territoires du Nord-Ouest sont appréciés pour différentes raisons à différentes saisons. L'été pour les aventures en pleine nature au soleil de minuit, il fait en moyenne 21 degrés jusqu'à des fois 39 degrés. L'automne arrive rapidement en septembre puisqu'on est dans le Grand Nord, mais les couleurs automnales valent le détour dans les montagnes. La meilleure saison pour voir des aurores boréales, c'est l'hiver, quand les nuits sont longues et augmentent ainsi vos chances d'en voir danser dans le ciel. Il fait bien froid, mais avec un équipement adapté, vous êtes protégé. En tout cas, c'est la première saison touristique des territoires du Nord-Ouest. Enfin, n'oublions pas le printemps, qui attire les amateurs de faune qui veulent par exemple voir les grandes migrations de caribous. C'est aussi la période idéale pour la motoneige, le traîneau à chien, la pêche sur glace et autres plaisirs enneigés. Quand le moment est venu de choisir où aller au territoire du Nord-Ouest, il faut garder en tête que ce territoire est très peu relié par la route. Mais certaines existent dans la partie sud et vous aurez le plaisir de découvrir des plaques d'immatriculation particulièrement originales en forme d'ours polaire. Je pense que ça rendrait bien sur vos voitures. Les territoires du Nord-Ouest comptent 5 principales zones touristiques.
Vous avez le nord du lac Great Slave, le sud du lac Great Slave et la région de Dachau qui sont accessibles par la route. Mais attention, le nord-ouest arctique et la région de Satu sont uniquement accessibles par avion. Petite parenthèse maintenant sur le coût de la vie au territoire du Nord-Ouest. Comme il s'agit d'un territoire isolé, c'est un voyage onéreux. Comparons le prix du panier d'épicerie à Inuvik contre le même panier à la capitale, Ottawa. L'eau en bouteille coûte presque 6 fois plus cher, les œufs ou le jus de fruits 2 fois plus cher. Les fruits et légumes sont au même prix, mais ils n'arrivent pas à la même qualité que vous connaissez et ni en même quantité. Il faut faire avec ce qui est importé, donc des pénuries sont possibles. Et bien sûr, les fruits et légumes sont souvent gâtés pendant le transport. Sachez que les prix élevés s'expliquent par plusieurs facteurs. La majorité des collectivités ne sont approvisionnées par voie maritime qu'une fois par an. Le reste de l'année, les denrées arrivent par avion et c'est coûteux. Nutrition Nord Canada subventionne le transport par avion de denrées périssables essentielles à la santé, ce qui réduit le coût de produits comme par exemple le lait, les œufs ou encore la viande, des légumes ou des fruits. La construction et le fonctionnement d'une épicerie coûtent aussi cher, tout comme les services publics, car il faut des entrepôts chauffés et suffisamment vastes pour accueillir l'inventaire d'une année. Ces coûts ne peuvent d'ailleurs pas être amortis par l'acquisition de nouveaux clients, donc la population restreinte limite aussi la fréquence et l'ampleur des approvisionnements. Maintenant que vous êtes prévenu du rapport qualité-prix qui vous y attend, c'est vraiment parti. Donc, maintenant que vous êtes prévenu, direction le nord du lac Great Slave où se trouve le hub aérien d'arrivée au territoire du Nord-Ouest à sa capitale territoriale, Yellowknife. Depuis l'aéroport de Yellowknife, des navettes gratuites vous emmènent jusqu'aux principaux hôtels en moins de 10 minutes, mais vous pouvez aussi choisir un taxi ou mieux, louer tout de suite une voiture de location pour vadrouiller ensuite. La capitale territoriale, Yellowknife, est une ville de 20 000 habitants chaleureux où vous trouverez d'excellents restaurants, bars et hébergements et aussi une multitude de festivals. Surtout, Yellowknife est reconnu pour ses conditions idéales pour l'observation des aurores boréales. Son ciel est si souvent dégagé qu'elles y sont visibles 240 nuits par an. Donc si vous n'en voyez pas, c'est que c'est la saison du soleil de minuit. Quand vous arrivez à Yellowknife, plusieurs points d'intérêt vous attendent. Vous avez le musée Prince of Wales Northern Heritage Museum qui présente l'art, la culture, l'industrie et l'histoire du territoire avec des expositions allant des bateaux en peau d'orignal aux avions de brousse d'époque. D'ailleurs, le musée est à côté du bâtiment législatif territorial. Explorez aussi la vieille ville Old Town. Elle est rustique, pittoresque et animée. Des cabanes et des manoirs surplombent le lac Great Slave et son bord de lac est vraiment très sympathique. Montez aussi au Bush Pilots Monument pour les meilleures vues de la ville et découvrez Houseboat Bay. C'est un quartier pittoresque et très coloré sur le lac Great Slave. Et oui, une vraie communauté flottante au large de la vieille ville. On y accède en bateau, en kayak ou même en paddle avec la possibilité d'explorer les îles alentours comme Circumnavigate Latham Island et Julief Island. Vous pourriez y dormir dans un bed and breakfast sur une péniche pour mesurer à quel point Yellowknife est entouré par les eaux. Revenons maintenant sur Terre et parlons du sous-sol territorial. Les Anglais avaient nommé la ville Yellowknife pour désigner les couteaux de cuivre utilisés par une population autochtone qui y vivait. Les populations locales appellent plutôt la ville Sombaké, traduisez où l'argent se fait. Ça fait référence au passé minier de Yellowknife et plus récemment, en 1991, à la découverte de mines de diamants à 300 km au nord de Yellowknife. Vous pouvez admirer la taille et le polissage de diamants à Yellowknife au NWT Diamond Center. C'est un musée avec magasin de pierres précieuses
et un centre de spectacle où vous apprendrez tout sur le diamant, de la géologie et l'extraction à leur confection, démontrée par des sculpteurs de diamants qui transforment les diamants bruts en pierres précieuses polies. D'ailleurs, si l'envie vous prend d'avoir des diamants sous les roues, direction le nord de Yellowknife où se trouvent les mines d'extraction de ces pierres précieuses. Elles ont été découvertes en 1991 par Chuck Fike, que vous voyez ici en haut à droite. Il est d'ailleurs devenu immédiatement multimillionnaire et il s'en est suivi la plus grande ruée aux pieux de l'histoire du Canada. Et maintenant, chaque année, les diamants sont arrachés du permafrost au plus profond de la Terre par dizaines de milliers. Les territoires du Nord-Ouest abritent 3 mines de diamants en activité. Vous avez Ekati, Diavik et Gahchokwe dans une région isolée appelée les Barren Lands. L'hiver, une route de glace est construite pour s'y rendre. C'est la plus longue route de glace du Canada avec ses 560 km qui fondent tous les ans. Vous pouvez conduire sur cette route de glace, mais attention, il n'y a pas d'essence, pas de nourriture, pas de logement, ni aucun autre service en chemin. Juste une étendue infinie de nature sauvage étincelante et des diamants sous vos roues. Depuis Yellowknife, il est possible de partir en excursion plein est jusqu'au bout de la route au lac Tibit. Ce sont des excursions qui peuvent se faire à la journée puisqu'il n'y a qu'un peu plus d'une heure de voiture jusqu'au bout de la route. Cette portion que nous allons détailler est surnommée Ingraham Trail. Elle relie une douzaine de lacs et de rivières avec des rampes de lancement de bateaux et des aires de pique-nique ainsi que 2 terrains de camping territoriaux de première classe. Ça vous donne plein d'occasions de randonner, pêcher ou encore faire du canot. À 20 minutes de Yellowknife, un premier arrêt peut être le parc du lac Prosperous, qui s'étend sur environ 16 km au nord. Vous y disposez d'une rampe de mise à l'eau pour commencer à pagayer ou vous pouvez aussi profiter des sentiers de randonnée pour observer la faune, comme par exemple les pâturages de caribous. Ne vous laissez pas tromper par la photo pour la taille du lac vu de la rive. Le corps principal du lac Prosperous est juste hors de vue. À 30 minutes de Yellowknife, le parc territorial de Prelude Lake est le plus grand parc aménagé sur la route Ingraham Trail. Il comprend un sentier d'interprétation avec de superbes points de vue et c'est l'Eldorado des amateurs d'activités aquatiques où vous pourrez pratiquer tous vos sports préférés, comme par exemple le canoë, la planche à voile, le ski nautique ou encore naviguer en bateau de plaisance ou juste vous adonner à la pêche. À 45 minutes de Yellowknife, vous pourrez admirer les chutes d'eau Cameron, situées dans le parc territorial Hayden Lake. Il est possible de faire une randonnée en amont des chutes Cameron jusqu'aux cascades des remparts de la rivière Cameron, sur environ 8 km. Néanmoins, le sentier n'est pas bien développé, mais les chutes sont belles en toute saison, gelées et figées l'hiver, colorées à l'automne. Enfin, c'est toujours une bonne raison d'y aller. Enfin, à 1h15 de Yellowknife, vous arrivez au bout de la route au lac Tibit. Ce lac marque la fin de la route Ingraham Trail. Il n'y a aucun service à cet endroit, mais on y trouve des panneaux indiquant le début de la route de glace, celle qui dessert les fameuses mines de diamants. L'avantage de venir dans ce coin reculé, sans pollution visuelle, est assez clair sur cette photo. On peut y admirer un superbe spectacle d'aurore boréale. Avant de continuer notre parcours et de se lancer dans une itinérance au territoire du Nord-Ouest, il est temps de charger votre playlist avec des artistes locaux. Commençons par Quantum Tango. C'est un groupe primé qui combine le chant de gorge traditionnel inuit et la narration avec du rock folk influencé par le blues. Côté chanteur, mentionnons la compositrice et musicienne
Carmen Braden, qui était la chanteuse de l'année 2019 selon plusieurs concours canadiens. Vous avez aussi la célèbre artiste du Nord canadien, Lila Gilday. Et enfin, laissez-vous surprendre par un chanteur de gospel et de rhythm blues ayant reçu de nombreux prix, Warren Dean Flanders. Nous allons maintenant explorer le sud du lac Great Slave, la partie marron sur cette carte. Great Slave Lake, ou le Grand Lac des Esclaves en français, est comme une mer intérieure. C'est le second plus grand lac du Canada qui fait 456 km d'est en ouest. C'est aussi l'un des lacs les plus profonds d'Amérique du Nord, avec ses 614 mètres de profondeur. Il nourrit la rivière Mackenzie qui s'écoule vers le nord des territoires du Nord-Ouest jusqu'à la côte arctique. Les distances sont très importantes, alors selon les envies de vos clients, l'avion est très prisé. Fort Smith est un hub. Le code de l'aéroport est YSM et c'est pour le sud des territoires du Nord-Ouest. En voiture, la première étape, Fort Providence, est à 4h50 de route, alors préparez vos sandwichs et en route. Entre Fort Providence et Yellowknife, vous êtes presque sûr de voir des bisons qui broutent le long de la route. Soyez donc très attentifs lorsque vous conduisez. Ils viennent du sanctuaire de bisons du Mackenzie à Fort Providence. C'est une réserve naturelle qui protège le bison des bois du Canada et couvre 10 000 km² de forêt boréale. Si vous vous trouvez en ville lorsque le troupeau se promène, vous aurez droit à une rencontre très rapprochée avec le mammifère terrestre le plus majestueux d'Amérique du Nord. Fort Providence est une localité au carrefour entre le lac Great Slave et la rivière Mackenzie qui serpente ensuite vers le nord jusqu'à l'Arctique, mais aussi la route correspondante. Vous y trouverez donc toutes les commodités, mais aussi un camping au Fort Providence Territorial Park avec une superbe vue sur le Decho ou Big River. Vous y trouverez aussi des boutiques réputées d'artisanat local où vous pourrez acheter vos souvenirs comme par exemple des boucles d'oreilles en bois de caribou, des tentures murales en touffe de poils d'orignal, des perles d'aînés ou encore des mocassins traditionnels. La région au sud du lac Great Slave est connue pour ses nombreuses cascades et en voici une première, Lady Evelyn Falls à 50 minutes de Fort Providence. Les chutes forment un rideau d'eau géant, un escalier mène de la gorge au pied des chutes. La rivière Kakisa qui se déverse de la paroi calcaire est une rivière chaude, alors profitez des nombreux endroits pour patauger ou encore vous rafraîchir. Le parc territorial de Lady Evelyn Falls propose aussi des sentiers pédestres et un terrain de camping abrité. Une heure de route plus loin, à la frontière entre les territoires du Nord-Ouest et l'Alberta, se trouve une véritable route des cascades qui commence avec les magnifiques chutes jumelles, les chutes Alexandra et Louise. Le parc territorial des Twin Falls propose une variété de sentiers, d'aires de pique-nique et d'autres cascades à explorer. Sur le visuel, vous pouvez voir les chutes Alexandra, la première des deux chutes du parc qui chute de 32 mètres. C'est tout de même impressionnant. À 35 minutes maintenant de voiture, de retour sur les rives du lac Great Slave, se trouve Hay River, la plus grande communauté avoisinante avec une population de 3500 habitants. Cette ville est reconnue pour son port de navigation et elle accueille une pêche commerciale active. C'est l'endroit idéal pour passer 1 ou 2 nuits car vous aurez du choix en termes d'hébergement. Visitez aussi le musée Hay River, installé dans un ancien magasin de la compagnie de la baie d'Hudson, qui fournit une mine d'informations sur l'histoire, le patrimoine et la culture de la région. Depuis Hay River, soit vous prenez la route vers le sud, soit vous restez au bord du lac Great Slave pour séjourner 2 heures plus à l'est de la ville de Fort Resolution.
Fort Resolution est situé là où les rivières des esclaves se jettent dans le lac Great Slave. C'est la plus ancienne ville occupée du territoire. On y séjourne au calme en profitant des randonnées et possibilités de canotage alentour. Les rivages y sont pittoresques et luxuriants. La péninsule toute proche, appelée Mission Island, comporte des chalets en rondins historiques où la communauté organise souvent des festivals et des événements. Sur votre chemin, vous passerez par Pine Point, qui est une ville minière abandonnée, et aussi par le parc territorial Little Buffalo River Crossing, qui est l'endroit idéal pour camper une nuit. Depuis Hay River, soit vous avez pris au nord pour séjourner à Fort Resolution, soit vous prenez la route vers le sud pour découvrir Fort Smith et son parc réputé à 4h35 de là. Fort Smith étant à presque 11 heures de route de la capitale territoriale Yellowknife, il est courant de s'y rendre en 1 heure d'avion et le code de l'aéroport est YSM. Fort Smith est une ville de 2500 habitants nichée dans une forêt boréale dense. La ville était un point d'entrée important dans les territoires du Nord-Ouest car elle se trouve le long d'une importante rivière et d'une route de portage. Vous pouvez découvrir cette histoire au musée et centre culturel Northern Life. Et le soir venu, admirez une vue imprenable sur le cosmos puisque Fort Smith est la plus grande réserve de ciel étoilé du monde. On vient aussi surtout jusqu'à Fort Smith pour sa nature sauvage et préservée. La rivière des Esclaves, qui passe à côté, dévale une série de chutes abruptes qui forment certains des meilleurs rapides de kayak au monde. On peut randonner le long tout en observant une colonie de pélicans blancs d'Amérique qui y nidifie et s'y nourrit. Ces oiseaux de mer ont une envergure qui n'est dépassée que par celle du condor de Californie parmi les oiseaux d'Amérique du Nord. Enfin, Fort Smith est la porte d'entrée d'un des parcs les plus réputés du Canada, le parc national de Wood Buffalo. On y accède depuis le Visitor Center de Fort Smith, situé à une extrémité de la route du Mackenzie, à une vingtaine de minutes du centre-ville. Wood Buffalo est le plus grand parc national du Canada et le deuxième plus grand parc au monde. Pour vous faire une idée, il fait la taille de la Suisse avec environ 44 000 km². C'est une énorme zone sauvage boréale qui est dédiée à la protection du bison des plaines. Sur votre chemin, vous en croiserez forcément, alors profitez et ouvrez les yeux pour aussi voir des orignaux, ours noirs, lynx ou encore des grues blanches qui sont présents dans la région. Vous pouvez aussi parcourir les sentiers en VTT et faire de belles randonnées dans les plaines salées. Les plaines salées sont un paysage plat incrusté de sel sur 370 km². Ici, l'eau saturée de sel remonte à la surface et s'évapore, laissant des couches de sel derrière. En certains endroits, des monticules de sel blanc brillant jusqu'à 1 mètre de hauteur peuvent être trouvés et elles attirent les animaux du coin qui viennent y chercher leur rapport en sel. C'est donc une géologie qui permet le développement d'une flore particulière et attire une faune nombreuse. Quant à vous, qu'est-ce que vous devriez goûter au territoire du Nord-Ouest? Partout dans le territoire, le bannock est un incontournable. C'est leur pain quotidien. Il est composé d'eau, de farine, bicarbonate de soude et de saindoux avec un peu de sucre ou de sel. Le bannock classique salé a un goût fumé, presque de noisette, mélangé à un goût de beurre, tandis que le bannock dessert peut avoir des saveurs de beignet ou de sablé. Il peut être aussi épicé avec des baies locales comme les myrtilles ou même des raisins secs, de la cannelle et du sirop de bouleau. Autre spécialité, le poisson pané. Mais attention, pas n'importe lequel. Le brochet, le doré ou l'omble chevalier, mais aussi le touladi sont pêchés dans les lacs de la région. Ils sont souvent servis avec des frites maison et de la salade de choux. On vous proposera peut-être aussi un steak d'orignal,
et en dessert des scones aux canneberges locales. Sinon, des carrés au sirop de bouleau ou encore des brownies au genièvre. Allez, bon appétit! Direction maintenant une des régions phares des territoires du Nord-Ouest, la région de Decho. Decho signifie grand fleuve en langue autochtone et se réfère au fleuve Mackenzie qui traverse la région avant de se déverser dans l'océan Arctique. Ce fleuve est long de 1600 km et large de 5 km. Cette région a pour vedette le parc Nahanni. Depuis Yellowknife, il s'agit de rouler plein ouest en direction du fleuve Mackenzie, puis de remonter vers le nord par l'autoroute Mackenzie jusqu'à Fort Simpson. Nichée dans le sud-ouest du territoire, cette région est le point d'entrée de magnifiques parcs territoriaux. Les chutes de Samba-Adé sont à presque 8 heures de route de Yellowknife, mais seulement 3 heures de route de Fort Simpson. Elles attirent l'attention des automobilistes avec leurs couleurs et rugissements si proches de la route. À l'époque, la rivière était une voie de transport traditionnelle et les chutes obligeaient les voyageurs à faire du portage. Aujourd'hui, vous pouvez y randonner et profiter de beaux points de vue tant sur Samba-Adé que les chutes Coral Falls. Fort Simpson est situé à 11 heures de route de la capitale Yellowknife ou seulement 1 h 30 d'avion, à vous de choisir. Cette communauté avait été créée il y a des siècles comme poste de traite. Elle est située au confluent des rivières Mackenzie et Liard, ce qui en faisait un épicentre de l'histoire du Nord canadien. C'est un véritable incubateur de la culture Dene et métisse. Pour comprendre cette histoire, il faut visiter l'excellent centre d'accueil des visiteurs à l'entrée de la ville et aussi le site historique national et d'art où l'on trouve la cabane du chercheur d'or Albert Faye et aussi des structures retraçant l'histoire des métis et du commerce de la fourrure dans la ville. Partez ensuite explorer la réserve de parc national Nahanni, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fort Simpson en est la porte d'entrée. Cette réserve comprend des rivières, des villes et des villages nichés au pied de la chaîne des montagnes Nahanni, le tout accessible uniquement par avion charter. Il faut donc réserver avec un prestataire local pour découvrir cet espace préservé, quelle que soit l'activité que vous y ferez. La réserve de parc national Nahanni est centrée sur l'un des systèmes de rivières et de canyons les plus profonds du monde, au-dessus de la rivière Nahanni Sud, très recherchée par les canoëistes. Tout d'abord, il y a Nahanni Sud supérieur et son célèbre jardin de roches qui consiste en 50 km de rapides continus. Ensuite, vous avez le Natlak Kill qui jaillit du lac O'Grady et s'élance vers le nord-est sur 500 km à travers un royaume de pics et de canyons. Enfin, il y a Broken Skull avec ses 150 km d'éclaboussures et de paysages magnifiques. Vous pouvez aussi admirer les joyaux de cette réserve de parc national en hydravion. Le départ se fait de Fort Simpson et vous permet de voler au-dessus des grandes gorges des premiers, deuxième et troisième canyons de la rivière Nahanni. Ensuite, vous suivez le sentier de portage le long des rapides Sluicebox et des chutes Virginia. La rivière Nahanni Sud y plonge d'une falaise de 96 mètres et rebondit à mi-chemin sur Mason's Rock en créant un jet de rafale et une terre tremblante. Pour les randonneurs, il est possible de traverser la pente du mont Sunblood, un sentier pentu de 8 km aller-retour depuis les chutes qui offre une superbe vue sur la rivière. Pour les randonneurs, toujours, les nombreux sentiers évoluent entre des pics déchiquetés, des tours de granit façonnés par la dernière période glaciaire qui sont parmi les plus élevés des territoires du Nord-Ouest. Les caribous des bois, chèvres de montagne, mouflons de dalle et ours fréquentent aussi cette chaîne de montagnes lors de leur migration.
Et si vos clients aiment l'alpinisme, rendez-vous au Cirque of the Unclaimables dans la chaîne Rugged Range près du lac Glacier pour l'ascension du sommet Lotus Flower Tower. Enfin, l'exploration des canyons est un incontournable. La Fertiles Canyon est une randonnée entre deux incisions profondes dans le plateau Nahanni. Vous pouvez y observer les différents mouvements glaciaires et plus le canyon se rétrécit, plus les roches deviennent intéressantes. Les bassins émeraudes du canyon se prêtent bien aux baignades en combinaison de plongée. Au nord-ouest de Nahanni et adjacent à cette dernière réserve, le prolongement est connu comme la réserve Notichi-Oway, ce qui signifie la montagne tranchante comme un porc-épic. Ce lieu sacré pour les Premières Nations de la région est, comme son nom l'indique, plein de cols déchiquetés. On y trouve aussi des lacs feutrés, des rivières tumultueuses et des créatures si sauvages qu'elles n'ont jamais posé les yeux sur un être humain. À recommander aux pagayeurs et randonneurs en recherche d'étendues préservées. Après toutes ces aventures en pleine nature, je vous propose d'aller vous prélasser aux sources chaudes. Celles de Grizzly Bear, que je vous ai mentionnées tout à l'heure, sont situées à 10 km de la rivière Broken Skull. Ce sont de magnifiques piscines naturelles entourées d'une végétation luxuriante de fleurs sauvages, car les sources d'eau chaude créent leur propre microclimat. On y arrive par la randonnée Broken Skull Hot Springs de 2,5 km. La nature à l'état brut des territoires du Nord-Ouest a inspiré de nombreux artistes locaux, alors voici un aperçu de leur talent. La créatrice autochtone Tania Larson conçoit et crée de magnifiques boucles d'oreilles et clous en peau de caribou et d'orignal ornés de motifs floraux en perles, mais aussi des colliers en argent sterling avec des pendentifs en cornes de bœuf musqué. Ces œuvres d'art ont même été présentées dans les pages du magazine Vogue. David Ruben Pictocone est un artiste inuit du nord des territoires du Nord-Ouest. Il sculpte et grave en utilisant des techniques mixtes. Enfin, Dawn Homan est une artiste canadienne réputée pour ses peintures, estampes et cartes postales aux couleurs juste chatoyantes. Elle espère vous apporter un peu de lumière à l'âme durant les périodes obscures des longs hivers. C'est vraiment très réussi. L'avant-dernière région que je veux vous présenter est accessible uniquement par avion et c'est la région de Satu. Elle comprend ce qui entoure le lac Great Bear, appelé Satu en langue autochtone. On y trouve des communautés soudées le long de la rivière Mackenzie et des spots de pêche très réputés. Nous allons commencer par découvrir Norman Wells, puis les communautés de Tulita et plus à l'est d'Elim. Norman Wells est le hub de cette région de Satu et le code de l'aéroport est YVQ. 1h30 après votre départ de Yellowknife, votre avion atterrit dans la vallée du Mackenzie, dans la plus grande ville de la région. Cette ville historique d'environ 800 habitants est nichée entre le fleuve Mackenzie et les montagnes Franklin. Son nom traditionnel signifie là où il y a du pétrole, ce qui est logique étant donné que la ville a été créée en 1920 avec une petite raffinerie de pétrole. Vous pouvez admirer et découvrir cette histoire au Canal Heritage Center. Un plus petit avion maintenant depuis Norman Wells vous permettra de découvrir Tulita de l'autre côté du fleuve depuis les montagnes du Mackenzie. Tulita est un point de départ pour des aventures dans la réserve de parc national Notichi-Oway que nous avons vu dans la région précédente. Le nom Tulita signifie là où les eaux se rencontrent et avait été établi comme poste de traite en 1869. Vous y trouverez une communauté autochtone d'aînés accueillante et de beaux sentiers de randonnée offrant des panoramas incroyables comme Bear Rock que vous voyez ici.
Cette montagne sacrée s'élève à 400 mètres au-dessus de la communauté au nord et elle est le site où le légendaire législateur d'aînés Yamoria a tué les castors géants qui terrorisaient la région. Enfin, la communauté de Deline est accessible elle aussi par avion depuis Yellowknife ou Norman Wells. Avec ses 500 habitants, cette communauté d'aînés est la seule communauté sur les rives du Grand Lac de l'Ours. D'ailleurs, Deline signifie là où les eaux coulent en langue autochtone, ce qui fait référence aux eaux de la rivière Great Bear. Un prophète local et chef spirituel de Deline avait prédit la découverte de diamants dans les territoires du Nord-Ouest et aussi l'apparition de 3 ours polaires à Deline. Sa tombe et le sanctuaire qui lui a été construit sont très entretenus, mais demandez plutôt aux habitants de la région de vous parler de lui, c'est juste fascinant. Hormis le prophète, Deline est connu comme le berceau du sport national canadien, car c'est là qu'a été enregistré le premier match de hockey il y a près de 200 ans. C'est dans le journal de bord de l'explorateur arctique Sir John Franklin, dans les années 1820, qu'on a relevé la première description d'hommes jouant à un jeu sur glace. Sinon, toujours côté sport, je vous conseille d'assister aux Jeux d'hiver de l'Arctique. C'est une compétition sportive fondée à Yellowknife qui est organisée tous les 2 ans dans une ville différente du Grand Nord. Pendant une semaine, des athlètes s'affrontent dans des épreuves de jeux arctiques, comme sur ces photos, mais aussi de ski, badminton, biathlon, curling, traîneau à chien ou encore course de raquettes à neige. Voici maintenant la dernière région des territoires du Nord-Ouest, la côte ouest arctique, riche en aventures océaniques et histoire inuite. Cette région s'accède principalement par avion. Le code de l'aéroport est YEV, mais ceux qui viennent du territoire du Yukon pourraient arriver par la route Dempster. Inuvik est le hub de cette région située à 2h45 de vol de Yellowknife. Cette ville de 3300 habitants comporte un centre d'accueil régional de l'Arctique occidental avec des expositions très intéressantes sur la culture, la flore et la faune locale. Planez aussi dans la principale artère de la ville, Mackenzie Road, le long de laquelle est située la célèbre église Igloo que vous pouvez voir ici sur cette photo. C'est un point de repère local très apprécié depuis 1960. D'ailleurs, elle est décorée de peintures de l'artiste inuvialuit Mona Thrasher. Et puis, si vous êtes à Inuvik de mi à fin juillet, profitez des expositions et activités du Great Northern Arts Festival. Cet événement attire des centaines d'artistes et interprètes du monde entier, faisant d'Inuvik un haut lieu de création. Inuvik est connu pour une route célèbre qui traverse le cercle polaire arctique, surnommé le sommet du monde. J'ai nommé la route Dempster. Les 960 km de cette route non pavée offrent des panoramas exceptionnels sur les montagnes et la toundra arctique depuis le Yukon jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Comme il y a peu de services sur le chemin, il faut être autonome et bien équipé, notamment contre les crevaisons. Il faut aussi avoir de l'essence additionnelle, de la nourriture ou faire affaire à des opérateurs afin d'avoir tout le support nécessaire. Le meilleur moment pour une météo de conduite fiable est de juin à septembre, lorsque les journées sont longues et relativement chaudes. La route Dempster se termine là où la rivière Mackenzie commence, à Tuktoyaktuk, côté océan Arctique. Tuktoyaktuk, souvent surnommé Tuk, est aussi l'entrée de la voie maritime dite Passage du Nord-Ouest. Ce passage mythique relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en raccourcissant d'environ 6000 km le trajet maritime actuel entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Autrefois, il était la plus grande partie de l'année sous les glaces, mais le changement climatique fait qu'il devrait être libre de glace en été 2030.
Ça a des conséquences environnementales, mais aussi socio-économiques et culturelles. De plus en plus de compagnies de croisière en offrent la traversée, ce qui permet de rencontrer des communautés autrefois préservées tout en naviguant entre les fjords, glaciers, icebergs et aussi, n'oublions pas, les splendides animaux marins. Un trésor qui en fait rêver plus d'un et qu'il convient de respecter et aussi de préserver. Touques est également connu pour ses singularités géographiques, les pingos. On y trouve le deuxième plus grand pingo au monde, celui d'Ibiuk, qui s'élève à la hauteur d'un bâtiment de 15 étages. Pingo signifie petite colline en langue autochtone inuvialuit. Ces reliefs périglaciaires sont créés par des processus de congélation et de décongélation. Ils sont recouverts de toundra à l'extérieur, mais contiennent un noyau de glace qui gonfle quand il refroidit et s'affaisse quand il fond. Les pingos peuvent être aussi grands qu'un stade de football, jusqu'à 70 mètres de haut, avec une circonférence de plus d'un demi-kilomètre. C'est d'autant plus étonnant à observer que les alentours sont plats, vu que nous sommes dans la toundra. Nous avons maintenant vu l'ensemble des territoires du Nord-Ouest et vous avez compris que, comme pour le Nunavut, on ne peut pas y faire un circuit global. Il faut choisir les points d'intérêt de vos clients et passer par des prestataires spécialisés. Je vous remets ici une carte globale, cette fois avec toutes les destinations possibles. Ensemble, nous avons vu aujourd'hui la capitale territoriale Yellowknife, le sanctuaire de bison du Mackenzie à Fort Providence, Fort Resolution, la plus ancienne ville occupée du territoire, Fort Smith pour la plus grande réserve de ciel étoilé du monde et le deuxième plus grand parc au monde, Wood Buffalo, Fort Simpson, porte d'entrée de la célèbre réserve de parc national Nahanni et de la réserve Notichi-Oway, Norman Wells à la découverte du Great Bear Lake et enfin Inuvik au sommet du monde. Alors, pour résumer, pourquoi venir dans les territoires du Nord-Ouest? Les territoires du Nord-Ouest sont brillants, que l'on fasse référence à la capitale Yellowknife, ville du diamant, ou au ciel illuminé de magnifiques aurores boréales. Vos clients les plus aventureux y trouveront des routes iconiques pour des itinérances grandioses, notamment pour traverser le cercle polaire arctique sur la Dempster Highway ou le passage du Nord-Ouest entre le Pacifique et l'Atlantique. N'oublions pas les parcs comme Nahanni, que je vous conseille vivement de survoler. Enfin, ce territoire mêle différentes cultures autochtones comme les Dénés et les Inuits qui ont un art et des traditions juste fascinantes pour quiconque qui va à leur rencontre. Pour conclure cette présentation, j'aimerais vous faire découvrir un livre ou plutôt une BD reportage. L'auteur Joe Sacco n'est pas originaire des territoires du Nord-Ouest, mais il y est parti en 2015 à la rencontre des autochtones d'Aimé. Il en a produit un récit poignant que je vous recommande, Payer la terre à la rencontre des Premières Nations des territoires du Nord-Ouest canadien. Ce récit imagé fait part de la belle histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses premières rencontres avec les explorateurs anglais. Alors, je vous retrouve quand au territoire du Nord-Ouest? Pour en savoir plus, visitez les sites officiels de l'Office du tourisme national avec explorecanada.fr et l'Office de tourisme territorial Spectacular nwt.com. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-synergique.com. On se quitte maintenant avec une superbe vidéo de ce territoire juste hors du commun et je vous dis à tantôt au Canada. Et si on vous disait qu'il existe un lieu
où le ciel prend vie, où l'hiver réchauffera votre âme. Le croiriez-vous? Les plus belles aurores au monde. Un autre secret des territoires du Nord-Ouest. Spectacular Northwest Territories. Découvrez nos secrets.